Nous organiserons à partir de vendredi, en lien étroit avec les autorités jordaniennes, 4 vols emportant 10 tonnes de vivres chacun dans la bande de Gaza. Comme vous l'avez dit, la voie aérienne est utile, mais elle n'est pas suffisante. Je rappelle que 52 tonnes de fret humanitaire français sont aujourd'hui bloquées à El Arish, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Il est donc indispensable que les autorités israéliennes consentent enfin à réouvrir les accès terrestres à la bande de Gaza de manière suffisamment significative pour alléger les souffrances atroces des populations civiles sur place. C'est dans cet esprit que l'Union européenne s'est réunie aujourd'hui à Bruxelles pour envisager des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement d'Israël tant que ce dernier n'aura pas répondu aux exigences qui ont été exprimées depuis des mois maintenant par l'Union européenne. L'ouverture des accès de l'aide humanitaire, le versement des 2 milliards d'euros qui sont dus par le gouvernement israélien à l'autorité palestinienne, l'abandon des projets funestes de colonisation, en particulier le projet E1, qui menace de couper en deux la Cisjordanie et donc de porter un coup fatal à l'existence sur le plan territorial du futur État de Palestine. Une question d'actualité, Monsieur le ministre, concernant l'accord commercial avec les États-Unis. Vous allez recevoir demain à Bercy, avec votre collègue ministre de l'économie, les filières concernées. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement après cet accord qui est intervenu dimanche entre l'Union européenne et le président américain ? Je l'ai dit à mes interlocuteurs américains ici à New York, oui. Les droits de douane sont un impôt sur les classes moyennes, et notamment les classes moyennes américaines. Et l'unilatéralisme en matière commerciale nous appauvrira de part et d'autre de l'Atlantique. S'agissant des discussions qui ont eu lieu, elles devront être réajustées pour tenir compte, évidemment, de l'excédent considérable du commerce entre les États-Unis et l'Europe en matière de services numériques ou de services financiers. Il faudra parvenir à un accord qui puisse être équilibré. À l'occasion de son voyage en Écosse, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il raccourcissait à 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui l'ultimatum lancé à la Russie, c'est-à-dire la date à partir de laquelle s'appliqueront à la Russie et aux pays qui lui achètent du pétrole une série de sanctions et de tarifs douaniers de 100%. Est-ce que vous vous réjouissez de cette évolution de la position américaine et dans l'hypothèse que tout le monde considère comme acquise qu'il n'y aura pas d'accord de paix d'ici là, et vous confiant dans le fait que ces sanctions seront mises à exécution et qu'elles auront un effet positif sur la suite de ce conflit? Je salue la position prise par le président Trump. Je ne suis pas surpris, puisqu'il suffit de se pencher sur ce qui s'est passé en Ukraine la nuit dernière encore, avec un déluge de fer, de feu, qui a fait plusieurs dizaines de morts en Ukraine, pour s'apercevoir que Vladimir Poutine n'a aucune intention de cesser le feu, aucune intention de négocier une paix durable en Ukraine. Il faut donc l'y contraindre. C'est ce que nous avons décidé de faire il y a 2 semaines au niveau européen, en adoptant le paquet de sanctions le plus lourd depuis 2022, qui, pour la première fois, s'attache à asphyxier les ressources pétrolières bénéficiant à la Russie en provenance de pays tiers. Je souhaite que le président Trump puisse, dans 12 jours, constatant que Vladimir Poutine poursuit sa guerre meurtrière et coloniale en Ukraine, emboîter le pas de l'Union européenne et appliquer à son tour des sanctions massives, seules susceptibles d'alourdir suffisamment le coût de la guerre pour Vladimir Poutine, afin qu'il change de position et qu'il consente enfin à un cessez-le-feu. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot d'être intervenu en direct depuis New York, donc sur BFM TV, alors que se referme ce sommet à l'ONU sur une solution à 2 États.